Je n'aurais jamais cru que l'amour puisse avoir l'odeur des fleurs fanées. La salle était baignée d'une lumière féerique. Lustre doré, rire, tintement de verre. La mariée rayonnait, telle une femme qui croit avoir conquis le monde. Et moi, au milieu d'inconnus, je sentais mon cœur battre la chamade, prêt à exploser. C'était mon ex. Et moi, invité d'honneur, je faisais semblant de ne pas souffrir. L'air était chargé d'ironie. Chaque chanson semblait se moquer de mes souvenirs. Les gens me regardaient de travers, certains avec pitié, d'autres avec curiosité. Est-il vraiment venu ? Semblait-il demander sans bouger les lèvres. Je me posais la même question. Pourquoi avais-je accepté de venir ? Par fierté, peut-être. Par amour, peut-être. Ou peut-être parce qu'elle avait encore besoin d'entendre quelque chose de ma part. Quand elle est passée, le parfum que je connaissais si bien m'a transpercé comme une lame. Un instant, le temps s'est arrêté. Je me suis souvenu de tout, les promesses, les aurores, les mensonges. Sa robe était blanche, mais je savais combien d'ombres étaient tissées dans ce tissu. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Une nervosité qui ne venait pas seulement de moi. Le marié évitait mon regard, et ses amis chuchotaient entre eux, à peine dissimulés. Je le sentais, quelque chose allait se produire. Et si je vous disais que je n'étais pas là pour tout gâcher, me croiriez-vous ? Alors que la cérémonie commençait, un souvenir persistant me hantait. Un message, une voix, un secret jamais révélé. Il ne me laissait aucun répit. Je le contemplais et y voyais une histoire inachevée, une plaie ouverte, une scène sur le point de s'effondrer. Les paroles du célébrant se mêlaient au tintement des vers, au rire forcé et au son lointain d'un piano. Et moi, immobile, je compris que la vie prépare parfois le décor idéal pour le règlement de compte final. À chaque pas qu'elle faisait vers l'autel, je sentais que mon silence me coûtait trop cher. Car parfois, se taire, c'est accepter sa propre mort intérieure. Et je ne suis pas né pour mourir en silence. Mais que feriez-vous si vous découvriez la vérité en plein milieu de la fête ? Le micro était là, sur la table du DJ, brillant comme une invitation. Et à cet instant, j'ai su, ce n'était pas qu'un mariage. C'était mon procès. Le silence qui régnait dans la salle était trompeur. De l'extérieur, tout semblait idyllique. Une douce musique, des invités souriants, des coupes de champagne trinquant à des promesses vaines. Mais à l'intérieur, une tension palpable régnait, un malaise grandissant à chaque seconde. J'observais chaque geste, chaque contact, chaque regard échangé entre elle et l'homme qu'ils appelaient désormais « mari ». Et plus j'observais, plus je comprenais que certaines histoires ne s'achèvent pas, elles changent simplement d'étape. À chaque rire de sa part, quelque chose se crispait en moi. Ce n'était pas de la jalousie, c'était autre chose. C'était le malaise de quelqu'un qui réalise avoir été trompé en silence, derrière une gentillesse feinte et des paroles douces qui dissimulaient des secrets. On croit que la trahison fait mal sur le moment, mais ce n'est pas le cas. La vraie douleur survient lorsqu'on la voit célébrer, comme si de rien n'était. Le parfum des fleurs se mêlait à celui du vin, et l'air semblait suffocant. La lumière se reflétait dans ses yeux, et un instant, je vis la même expression que le jour de son départ, la légèreté. Une légèreté que je n'ai plus jamais retrouvée. C'est alors que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'un amour perdu. Il s'agissait de dignité, de tout ce que j'avais laissé filer en croyant que le temps apaiserait ma douleur. Un serveur est passé et m'a proposé du champagne. J'ai refusé. La musique semblait lointaine, comme venue d'un autre monde. J'étais là, mais je n'y étais pas à ma place. Et c'est précisément dans ce sentiment de déracinement que j'ai commencé à y voir plus clair. Parfois, Dieu nous place au cœur du chaos pour que nous puissions voir la vérité sans filtre. Je me suis souvenu des nuits où elle disait être fatiguée, des messages restés sans réponse, des excuses parfaites. Je me suis aussi souvenu de ma confiance aveugle, car pour moi, l'amour était synonyme de patience. Mais la frontière entre patience et aveuglement est ténue, et je l'ai franchie sans m'en rendre compte. Tandis que l'officiant parlait d'amour éternel, j'ai réalisé combien l'éternité peut paraître courte quand le mensonge s'en mêle. Et c'est là, entre deux vœux, que quelque chose en moi a commencé à changer. La douleur a laissé place au calme. Un calme étrange, presque inquiétant. Celui qui précède une décision qu'on n'aurait jamais cru prendre. Ces mots résonnaient dans le micro, doux, mesurés, parfaitement répétés. Mais chaque syllabe sonnait comme une confession. Je voyais le marié sourire, mais son regard errait, comme s'il portait un poids invisible. Et soudain, je me suis souvenu d'une voix qui me hantait, le message que j'avais reçu par erreur quelques jours auparavant.
Un enregistrement qu'elle n'avait jamais voulu que j'entende. C'est ce souvenir qui m'a conduit là. Non pas pour me venger, mais pour l'affronter. Pour la regarder dans les yeux et lui rendre ce qu'elle avait tenté de me prendre, la paix. Et pourtant, tandis que le micro restait muet, je me demandais si cela en valait la peine. Si révéler la vérité à tous était justice ou simplement une nouvelle plaie ouverte. La pièce semblait plus petite, l'air plus chaud. Les paroles du prêtre se perdirent dans le bruit. Et moi, immobile, je compris que parfois, il faut tout perdre pour retrouver son identité. C'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, parce qu'ils savent que le courage naît de ce qui ne peut plus être caché. J'ai pris une profonde inspiration et nos regards se sont croisés. Son sourire s'est effacé un instant. Ce fut bref, mais suffisant. C'était le premier signe qu'elle avait compris. Elle savait que je n'étais pas là en simple invité. Elle savait que le silence allait bientôt se rompre. Elle le savait. Et dans cet instant fugace où nos regards se croisèrent, tout le bruit de la pièce s'évanouit. C'était comme si quelqu'un avait ôté le son au monde, ne laissant que l'écho de ce qui allait suivre. Le micro, toujours là, sur la table, semblait m'appeler. Les lumières s'allumèrent lentement et je sentis une sueur froide me couler dans la nuque. Je ne savais pas si c'était la peur, la colère, ou simplement le poids du destin qui me poussait au cœur de cette histoire que j'avais si longtemps tenté d'enfouir. Le souvenir du message me revint en mémoire. Le son de sa voix, tremblante et murmurée, prononçant des mots que je n'aurais jamais dû entendre. C'était le genre de révélation qui change tout, qui transforme l'amour en ruine. « Je ne peux plus lui mentir », dit-elle. « Mais s'il découvre la vérité, c'est la fin pour moi. » Ces mots résonnèrent comme une malédiction. Je ne savais pas si elle parlait de son nouveau mari ou de moi. Je savais seulement que, d'une manière ou d'une autre, nous étions tous deux pris au piège du même mensonge. À chaque seconde qui passait, je sentais le poids du choix qui m'attendait. Parler ou me taire, blesser ou libérer. La justice a un prix, et parfois, ce prix, c'est son propre cœur. L'officiant invita les convives à se lever pour porter un toast. Les verres tinrent en harmonie, et le son cristallin se mêla au murmure des voix. Je vis des gens sourire, croyant assister à la naissance d'une nouvelle vie, alors qu'en réalité ils étaient témoins de la fin d'un mensonge. Le marié, dans son costume impeccable, lui tenait fermement la main. Mais j'ai remarqué, la façon dont il évitait de la regarder, le léger tremblement de sa mâchoire, son regard vide chaque fois qu'elle l'appelait « mon amour ». Les mensonges se cachent dans les détails, et ce soir-là, tout le criait. De l'autre côté de la table, sa mère me fixait intensément. Il y avait quelque chose dans son regard, peut-être de la culpabilité, peut-être de la peur. Elle en savait toujours plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle protégeait toujours sa fille, même si cela signifiait me laisser saigner en silence. J'ai détourné le regard, mais c'était trop tard. Tout le passé avait déjà été convoqué dans cette pièce. Les bougies vacillaient, projetant des ombres sur les murs. La musique devint plus lente, presque mélancolique. Tandis que les couples s'approchaient pour danser, je me sentais de plus en plus isolé. Un gouffre me séparait de tous les autres. Un gouffre qu'elle avait elle-même creusé, avec un sourire. Le souvenir de ce message me revint par bribes. Le bruit de la voiture en arrière-plan. Un rire étouffé. Une voix d'homme qui prononçait son nom. Je fis une pause, répétée, revins, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute. C'était le même homme qui l'embrassait maintenant devant tout le monde. Celui-là même qui avait promis de bien prendre soin d'elle. L'ironie du sort est aussi précise qu'une lame, et cet enregistrement était la lame que je portais en moi. Un instant, j'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai tenté de me convaincre qu'il valait mieux tout laisser là, enfoui au plus profond de moi. Mais les mensonges ont une vie propre. Ils exigent d'être mis à nu. Et le micro, à quelques pas de moi, semblait vibrer au rythme de mon cœur. Les projecteurs se braquèrent sur le centre, où le couple dansait. Sa robe tournoyait comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais je le savais. Il savait que sous ce sourire parfait se cachaient des failles invisibles. Et qu'un seul mot, un seul, suffisait à tout faire s'écrouler. Le DJ ajusta le son. Le bruit du micro emplit la salle un instant. Les gens rirent, distraits, inconscients de ce qui allait se produire. Je restais immobile, observant, sentant la tension monter comme le tonnerre avant l'orage. Il y a des moments où la vie semble exiger un geste, un pas en avant, un choix que personne d'autre n'oserait faire. Et je savais que ce moment était le mien. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais quelque chose en moi en avait déjà décidé.
Entre les applaudissements lointains et le doux parfum des fleurs, je compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité me nouait la gorge, implorant d'être dite. Et lorsqu'elle me regarda à nouveau, ce regard bref, suppliant, presque désespéré, je compris qu'avant la fin, il y aurait encore un spectacle. Un spectacle que personne n'oublierait. L'atmosphère était lourde d'une substance indéfinissable. Chaque mot prononcé dans cette pièce sonnait comme un déguisement, une tentative désespérée de sauver les apparences. Et pourtant, derrière chaque sourire, une tension invisible planait, comme si chacun, d'une manière ou d'une autre, pressentait que ce mariage ne se terminerait pas comme les autres. La musique continuait, mais mon regard restait fixé sur elle. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont elle tenait le bouquet, comme si les fleurs pesaient plus lourd qu'elles ne le devaient. Un léger tremblement dans ses doigts, un regard absent. À chaque pas, elle semblait plus consciente de ma présence, plus agitée. C'était comme assister à une pièce de théâtre où les acteurs oublient leur texte mais continuent de sourire au public. Un instant, j'ai songé à partir, à tourner le dos, laissant le temps apaiser ce que l'orgueil exigeait. Mais en regardant autour de moi, j'ai compris à quel point chacun croyait à cette mascarade. Parents, amis, voisins, tous riant, trinquant, louant cet amour que je savais mensonger. Et cela, d'une certaine façon, a ravivé quelque chose en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était de la justice. Non pas la vengeance aveugle qui détruit, mais celle qui éveille. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais encaissé en silence. Les excuses absurdes, les disparitions soudaines, les promesses que ce n'était que du travail. Je me suis souvenu comment je m'étais effacé pour me conformer à sa version des faits, tandis que mes doutes la fortifiaient. Et là, en la voyant vêtue de blanc, j'ai compris que ma plus grande faiblesse n'avait jamais été de l'aimer, mais de croire qu'elle aussi savait ce que cela signifiait. Le DJ changea de morceau. Un boléro commença, lent, étiré, presque douloureux. Le son du saxophone semblait glisser le long des murs et résonner dans ma poitrine. J'eus la chair de poule, non pas à cause du romantisme de la musique, mais à cause de l'ironie. C'était la même chanson qui passait quand nous avions dansé ensemble pour la première fois, des années auparavant, dans une autre salle, quand tout n'était encore que promesse. J'ai fermé les yeux un instant. Je nous ai revus, tous les deux, cette nuit-là, il y a si longtemps. Elle dans sa robe bleue, moi, les mains tremblantes, essayant de paraître sûre de moi. C'est étrange comme le temps transforme les doux souvenirs en un poison lent. Quand j'ai rouvert les yeux, tout ce qui se trouvait devant moi me semblait une répétition déformée, une parodie cruelle de ce qui avait été réel. Elle tournoyait dans les bras de son mari et, à chaque tour, elle me jetait un regard. Plus aucune feinte. C'était la peur. La peur de ce que je pourrais dire, de ce que je savais. Et, un bref instant, cette peur me parut plus justifiée que n'importe quelle vengeance. Car elle révélait sa véritable nature, celle d'une femme qui avait bâti un château de mensonges et qui, à présent, tremblait sous le vent. Le micro restait là, immobile, comme s'il attendait un simple effleurement. Je sentais sa vibration au loin, ce léger bourdonnement qui précède la parole. Et alors, j'ai compris que le silence était peut-être mon arme la plus puissante. Parfois, ce n'est pas le scandale qui détruit, mais le regard calme de celui qui en sait trop. On disait autrefois que le véritable amour pardonne tout. Mais celui qui a inventé cette idée n'a jamais connu la souffrance de son propre cœur. Aimer, j'ai appris, c'est aussi savoir s'arrêter. C'est savoir regarder quelqu'un et comprendre que l'amour qui subsiste n'est plus un remède, mais une blessure. Tandis que je réfléchissais, j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Des chuchotements, des regards furtifs à travers la pièce. Et j'ai compris que, même sans parler, j'étais déjà le centre de l'attention à cette soirée. Chaque geste que je faisais portait le poids de ce qui pouvait arriver. C'était comme si le temps s'était suspendu pour m'observer. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai humé le parfum des fleurs, senti la froideur du verre dans ma main, perçu au loin des rires forcés. Et, à cet instant précis, j'ai compris quelque chose d'étrange. Le pouvoir ne résidait pas dans l'humiliation, mais dans le fait de laisser la vérité parler d'elle-même. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir cette démarche, laissant une trace silencieuse que le message les a touchés car, au fond, nous avons tous été confrontés à un tel choix, parler ou simplement regarder, et laisser le silence parler pour nous. Elle s'arrêta de danser un instant, s'efforçant de garder son sourire. Le marié la regarda, perplexe. Et je compris, elle ne dansait plus avec lui. Elle dansait avec la peur. Elle dansait avec moi. Et la danse, elle, ne faisait que commencer. Elle continuait de danser,
mais chaque mouvement semblait désormais un appel au secours. Son sourire n'était qu'un déguisement, un masque qui se déchirait lentement sous la lumière jaunâtre des projecteurs. La salle entière paraissait vibrer d'un rythme étrange, comme si la joie des invités n'était qu'un voile recouvrant une vérité sur le point d'éclater. Et moi, planté là, je me contentais d'observer. Il y avait quelque chose de presque poétique à voir un mensonge s'effondrer de lui-même. Le DJ changea de musique une fois de plus. Le son devint plus fort, plus festif, comme pour forcer la joie. Mais c'était peine perdue. L'atmosphère avait changé, et chacun le ressentait, même sans en comprendre la raison. Son regard cherchait le mien à chaque pause entre deux rires forcés, et le sien, celui du fiancé, commençait déjà à trahir un certain malaise. Il toucha son col, regarda autour de lui, puis détourna le regard. La culpabilité, parfois, est plus forte que n'importe quelle confession. Tandis que la danse se poursuivait, je me suis souvenu du jour de son départ. Le claquement de la porte résonnait encore en moi. Elle avait dit avoir besoin de « respirer », que le problème ne venait pas de moi. Et, longtemps, je l'ai cru. Je portais ce sentiment de culpabilité comme un poids invisible. Je pensais que mon manque de légèreté, ma routine, ma façon discrète d'aimer en était la cause. Jusqu'à ce que je découvre, bien plus tard, qu'elle avait déjà trouvé quelqu'un d'autre pour la soutenir. Ce souvenir m'a frappé de plein fouet. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais saisi auparavant. La trahison ne commence pas par un baiser, elle commence dans le silence. Dès l'instant où l'on décide de se cacher, d'omettre, de feindre. C'est là que l'amour meurt, déguisé en attention. Les voix des invités se perdirent dans un brouhaha. Je voyais leurs lèvres bouger, mais je n'entendais plus les mots. J'étais sur une autre fréquence, celle du passé mêlé au présent, comme un écho ancien. L'éclat de sa robe se reflétait dans les verres, et un instant, l'image sembla se multiplier en 1000 fragments de lumière. C'était comme si le destin lui-même me montrait ce qui restait de ce que j'appelais autrefois « nous ». J'ai ressenti une oppression à la poitrine, non pas de la douleur, mais plutôt une sorte de soulagement. L'impression que, enfin, le rôle de victime m'échappait. Pour la première fois, j'ai tout vu clairement. Et cette clarté, bien qu'amère, était libératrice. Son père monta sur scène pour prendre la parole. Il s'empara du micro, lança une plaisanterie, provoquant des rires nerveux. Mais quelque chose dans sa voix trahissait son malaise. C'était comme s'il savait, lui aussi, que cette histoire ne tenait qu'à un fil. Pendant qu'il parlait, son regard ne me quittait pas. C'était un duel silencieux. Elle essayait de deviner si j'aurais le courage, et moi de décider si le silence pouvait encore me servir de bouclier. Le micro circulait de main en main. Chaque invité portait un toast, prononçait des paroles aimables, feignait le bonheur attendu. Quand l'appareil revint à la table du DJ, un frisson me parcourut l'échine. Le léger claquement métallique résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Le temps sembla s'arrêter. Mes pensées revinrent au message, au son de sa voix, au rire étouffé, à la phrase qui m'avait fait perdre l'équilibre. Il ne le saura jamais. Elle semblait maintenant résonner dans chaque recoin de la pièce, comme si les murs répétaient le secret. Les lumières s'atténuèrent. L'attention se porta sur le centre, là où le couple s'apprêtait à couper le gâteau. Un geste simple, symbolique, mais qui, ce soir-là, semblait un rituel ironique. La lame s'abattit sur le gâteau blanc, et je faillis rire du contraste. La pureté du glaçage, le rouge de la garniture. Tout était si beau, et si factice. Alors que les applaudissements résonnaient, je sentis mon corps bouger avant même de le vouloir. Un pas, puis un autre. Le bruit de mes chaussures sur le parquet ciré semblait plus fort que la musique elle-même. Les têtes commencèrent à se tourner, une à une. Les sourires s'effacèrent. J'avançais lentement, sans hâte. Chaque seconde s'étirait, comme si le temps attendait de voir ce qui allait arriver. Et j'attendais aussi. Car, au fond, il ne s'agissait plus de vengeance, mais de vérité. De rendre au monde cette même honnêteté qui m'avait été refusée. En m'approchant de la table du DJ, le micro vibrait encore, émettant un léger sifflement presque imperceptible. Je lui tendis la main. Il hésita un instant, puis me le donna. L'objet était léger, mais ce qu'il portait était lourd. Sa voix résonna une dernière fois dans ma mémoire. Il ne le saura jamais. Et, au moment où j'appuyais sur le bouton, je compris que c'était la seule promesse qu'elle ne pourrait pas tenir. Le sifflement du micro emplit la pièce comme un avertissement. Un son ténu, mais suffisant pour faire taire toutes les conversations, figer les rires, suspendre le temps.
Le couple tenait toujours le couteau au-dessus du gâteau, leurs mains jointes dans un geste symbolique qui, à cet instant, n'avait plus aucune signification. Je sentais le poids des regards posés sur moi, un mélange de curiosité et de malaise. Personne ne comprenait ce que je faisais là, debout, tenant ce micro qui, à présent, traçait une frontière entre ce qui avait été et ce qui restait à dire. Sa respiration était visible, rapide, irrégulière. Son visage, qui avait jadis rayonné sous le maquillage, commençait à se décolorer. Le marié tenta de le dissimuler, forçant un sourire, mais ses yeux trahissaient la panique. La vérité, compris-je, n'avait pas besoin d'être criée. Elle se manifestait d'elle-même, dans le tremblement de ses mains, dans le silence de sa bouche qui ne savait plus sourire. La pièce semblait rétrécir, comprimée par l'attente. Les lumières se reflétaient sur le sol comme si leur propre éclat vacillait. L'air embaumait le vin, les fleurs et la nervosité. Chaque son, le tintement d'un verre, le grincement d'une chaise, la sonnerie étouffée d'un téléphone portable résonnait avec une intensité démesurée. Tout en moi me disait que c'était le moment, mais la décision était loin d'être simple. La frontière entre justice et destruction était ténue, et je marchais précisément dessus. Je les regardais. Il y avait de la peur, mais aussi autre chose. Une supplique silencieuse, presque enfantine. Un instant, j'ai songé à baisser le micro, à laisser la honte faire son œuvre. Le silence serait peut-être une punition suffisante. Mais le silence m'avait déjà rongé depuis trop longtemps. J'y avais vécu des années prisonnières, et maintenant, chaque mot que je n'avais pas encore prononcé me brûlait la gorge, comme un cri de liberté. Je me suis souvenu de nous deux avant que tout ne s'écroule. Les matins tranquilles, l'odeur du café mêlée à son parfum, les rires spontanés, les petites promesses d'avenir. Difficile de croire que cette même voix qui m'appelait « mon amour » serait celle qui, plus tard, me mentirait si froidement. La douleur ne résidait pas seulement dans la trahison, mais aussi dans le souvenir de ce qui avait été réel. Je serrai fermement le micro. Il me semblait plus lourd qu'avant. Le métal froid contre ma peau me rappelait la précision d'un choix. Une fois fait, il n'y avait pas de retour en arrière. Des murmures impatients commencèrent à circuler. Sa mère se leva de sa chaise, nerveuse. Le marié lui chuchota quelque chose à l'oreille, mais elle ne répondit pas. Elle garda les yeux fixés sur moi, comme quelqu'un confronté à son propre passé, revenant réclamer ce qui lui avait été volé. J'ai réfléchi à tout ce que je pourrais dire. Je pourrais révéler l'enregistrement, les messages, les réunions secrètes. Je pourrais exposer chaque détail, chaque mensonge soigneusement élaboré. Mais les mots, avant même de sortir, se sont transformés en autre chose. Je ne voulais pas me venger d'elle, je voulais me libérer de moi-même. La voix qui s'éleva était calme, presque sereine, mais suffisamment ferme pour transpercer la pièce. Chaque phrase résonnait comme une lame enveloppée de velours. Je n'avais pas besoin de mentionner de nom ni de date. Il suffisait de dire ce que devient l'amour lorsqu'il sert de masque. Et, peu à peu, les gens commencèrent à comprendre. L'atmosphère festive se dissipa. L'air devint lourd, pesant, et même sans tout révéler, chacun savait qu'une histoire se dévoilait. Ses yeux se remplirent de larmes, et le marié recula d'un pas, comme pour se distancier de sa propre ombre. Je vis la peur les envahir telle une tache. Mais avec cette peur, je sentis aussi quelque chose se dissoudre en moi. Une sorte de légèreté, un début de paix. C'était comme si, enfin, je cessais d'être l'homme abandonné et redevenais simplement quelqu'un d'entier. Dehors, le vent se leva violemment. Les vitres vibraient et le grondement du tonnerre se mêlait au crépitement du microphone. C'était comme si le monde extérieur répondait silencieusement à ce qui se passait à l'intérieur. Un équilibre se rétablissait, une vieille dette était réglée. Je me suis tue. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était dense, chargé de sens que personne n'osait interrompre. Les gens restaient immobiles, et à cet instant, j'ai compris que je n'avais besoin ni d'applaudissements, ni d'un public. Ce que je cherchais était accompli, même si ce n'était qu'incomplet. Je la regardai une dernière fois. La robe blanche ne semblait plus aussi pure. La fête n'était plus qu'un décor vide, illuminé par les souvenirs. Je reculai d'un pas, sentant le sol ferme sous mes pieds. Et avant que le bruit ne revienne, avant que le monde ne reprenne son cours, je compris que quelque chose d'encore plus grand allait arriver, quelque chose qu'aucun mot ne pourrait arrêter. Le micro se tut et la salle sombra dans un silence qui semblait éternel. Plus un tintement de verre, plus un murmure. Même la musique, qui emplissait auparavant chaque recoin, s'interrompit brusquement.
La fête, ce spectacle d'apparence, s'effondra sans un cri. Il eût suffi que la vérité se fasse entendre. Elle était toujours là, immobile, les larmes commençant à faire couler son maquillage. Le marié recula légèrement, le regard perdu, cherchant à deviner ce que l'assistance savait et ce qui restait caché. Autour d'eux, les invités échangèrent des regards, se demandant ce qui venait de se passer. L'atmosphère était lourde, imprégnée de honte et d'incrédulité. Et moi, debout devant eux, je perçus quelque chose d'étrange. Je ne ressentais pas de victoire. Je ressentais seulement le poids d'une libération silencieuse. La vérité, lorsqu'on la prononce, ne fait pas irruption. Elle se répand. Elle s'insinue dans les conversations, les expressions, les silences. C'est lent, mais implacable. Je l'ai vu se produire sous mes yeux. Une femme a murmuré à l'oreille de sa fille. Un jeune homme a baissé les yeux, hésitant entre regarder sa fiancée et moi. Et peu à peu, j'ai compris ce qu'était vraiment le pouvoir. Il ne s'agissait pas de détruire, mais de laisser chacun tirer ses propres conclusions, sans avoir besoin d'en dire plus. Elle tenta de parler, mais sa voix la trahit. Le micro grésilla de nouveau, captant le faible son d'une tentative de défense qui s'évanouit aussitôt. C'est alors que je compris la valeur du silence. Ce n'était plus une punition, c'était une arme enfin à mon service. Lorsque j'ai posé le micro sur la table et que j'ai commencé à marcher vers la sortie, le bruit de mes pas semblait marquer le rythme d'une nouvelle étape. Chaque pas était une rupture avec le passé, le geste de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Et, curieusement, personne n'a tenté de m'arrêter. Le chemin était libre, et même sans me retourner, je sentais le poids des regards qui me suivaient, certains empreints de culpabilité, d'autres d'admiration. Dehors, la pluie commença à tomber. Les gouttes frappaient le sol comme une douce mélodie, presque purificatrice. Je restai là un instant, à contempler le reflet des lumières mouillées sur le trottoir. Tout ce qui m'avait paru du bruit auparavant se mua en paix. Et dans ce contraste, le chaos intérieur et le silence extérieur, je compris que la véritable vengeance était peut-être précisément celle-ci. Renaître entier de là où ils avaient tenté de me briser. Les heures qui suivirent furent comme un brouillard. Des messages, des connexions, des voix tentaient de comprendre ce qui s'était passé. Des versions commencèrent à circuler, chacune plus déformée que la précédente. Mais, au fond, cela importait peu. Je savais que dans le cœur de chaque personne présente, quelque chose avait changé. L'image parfaite du couple s'était effondrée, et c'était irréversible. Avec le temps, j'ai compris comment ce moment, ce simple fait de parler, s'était transformé en quelque chose de bien plus important. Ceux qui me considéraient auparavant comme un personnage secondaire ont commencé à me regarder différemment. Certains sont même venus me voir discrètement pour me dire qu'ils comprenaient, qu'ils avaient vécu une expérience similaire. C'était comme si ma douleur avait mis en lumière d'autres blessures. Et il est curieux de constater comment certaines vérités, une fois révélées, laissent des traces indélébiles. Ce n'est pas le scandale qui demeure, mais la leçon. Le monde oubliera peut-être les mots prononcés, mais jamais les sentiments éprouvés. Et c'est peut-être ce qui nous unit, la conscience que, à un moment ou un autre, chacun a été confronté à une vérité qu'il aurait dû dénoncer, mais sur laquelle il s'est tu par peur. Quand je repense à cette nuit, je sens encore le vin et les fleurs, mais l'air est désormais léger. Ce souvenir ne fait plus mal, il est source d'enseignement. Car, au final, la justice n'a pas résidé dans ce que j'ai révélé, mais dans ce que j'ai enduré en silence. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup, en entendant cette histoire, ressentent le besoin de s'exprimer. De partager un souvenir, une blessure, une épreuve surmontée. Parfois, c'est dans cette impulsion de parler ou de commenter ce qu'ils ont ressenti que naît le premier pas vers leur propre introspection. La pluie redoubla d'intensité, et un instant, je me surpris à sourire. Non pas un sourire de triomphe, mais de compréhension. À l'intérieur, la fête continuait, sans doute en ruine. Mais ici, dehors, je respirais. Libre, calme, mais entière. Quelque chose allait encore se produire, je le sentais. Le silence de cette nuit n'était pas la fin, mais simplement la pause avant un nouveau commencement. La pluie ne cessait pas. Les gouttes tombaient avec un rythme presque mesuré, comme si le ciel lui-même voulait effacer le reste de cette histoire. Je restais là, sous l'auvent, à regarder les gens quitter la salle, un à un, en silence. Leurs visages étaient les mêmes, mais quelque chose avait changé. Il y avait comme un malaise dans leurs yeux, comme s'ils en avaient vu plus qu'ils ne voulaient voir. Et peut-être avaient-ils raison, car lorsque la vérité se révèle, elle ne choisit pas ce qu'elle met en lumière. La porte du hall était encore ouverte.
À l'intérieur, les lumières vacillaient encore, s'obstinant à maintenir la lueur d'une fête déjà terminée. Je voyais son reflet, immobile près de la table, le bouquet désormais oublié sur le sol. Le marié parlait doucement, gesticulant, essayant de limiter les dégâts, mais son visage restait figé. C'était comme si elle avait été arrachée à un rêve et qu'elle ne savait toujours pas où elle était. J'ai marché lentement jusqu'à la voiture, sentant le bruit de mes pas se mêler à la pluie. À chaque pas, quelque chose en moi se dissolvait, la colère, la douleur, même le sentiment d'injustice. Tout semblait insignifiant face à la paix que le silence apportait. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce qui avait commencé là ne s'arrêterait pas si tôt. La vérité, une fois libérée, prend racine et nul ne peut prédire où elle grandira. Les jours suivants, les réactions commencèrent à affluer. Certains m'appelaient en secret, d'autres m'envoyaient de courts messages, emplis de mots qui tentaient d'exprimer leur solidarité, leur étonnement ou leur admiration. Il y avait ceux qui voulaient des détails, ceux qui cherchaient à comprendre ce que j'avais, en réalité, révélé. Mais j'ai appris à ne pas m'expliquer. Les explications en atténuent l'impact. Et ceux qui ressentent le besoin de trop se justifier ont déjà perdu la raison avant même d'avoir parlé. Pourtant, ce ne fut pas facile. La frontière entre justice et culpabilité est ténue. La nuit, allongé dans mon lit, le son du micro résonnait encore dans ma tête. Ce bref sifflement, l'instant où toute la pièce respirait à l'unisson avec moi. Étrange de réaliser que le moment le plus angoissant de ma vie avait aussi été le plus libérateur. Comme si, face au pire, je m'étais retrouvé. Il y a eu des jours où j'ai douté de mon courage. Je me suis demandé si j'aurais dû agir autrement, si révéler ce que je savais était vraiment nécessaire. Mais quand ces doutes me revenaient, je me souvenais de ces années de silence, de ce sentiment d'invisibilité au sein même de ma vie. Et alors j'ai compris, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. Car certaines douleurs ne guérissent que lorsqu'elles cessent d'être secrètes. La nouvelle commença à se répandre discrètement dans la ville. Les gens adorent les histoires, surtout celles qui parlent de chute et de rédemption. Je voyais des regards curieux au marché, des salutations gênées, des chuchotements interrompus à mon passage. Cela ne me dérangeait pas. J'avais appris que chaque regard en dit plus long sur celui qui le porte que sur celui qui le porte. Et, au fond de moi, je savais que le temps arrangerait tout. Un après-midi, quelques jours après le mariage, je suis retourné dans cette même rue. Les fleurs pendaient encore à la façade de la salle, fanées, sans éclat. Un symbole parfait de ce qui restait. Je suis resté là un instant, à regarder le vent emporter les pétales un à un. C'était comme un rituel d'adieu. Et, pour la première fois, j'ai éprouvé de la compassion non pas pour elle, ni pour ce que nous avions vécu, mais pour l'homme que j'avais été. Celui qui croyait aux promesses, qui faisait trop confiance, qui attendait quelque chose en retour de quelqu'un qui ne savait se nourrir que d'applaudissements. Dans le rétroviseur, j'ai aperçu mon reflet et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de nouveau dans mon regard. Ce n'était pas de l'amertume, mais de la lucidité. Celle qui naît quand la douleur prend enfin sens. J'ai compris que la vie ne récompense pas ceux qui se taisent pour préserver la paix. Elle récompense ceux qui parlent, même tremblants, quand le silence ne protège plus. Mais le plus étrange, c'est que, malgré cette certitude, une partie de moi attendait encore quelque chose. Pas des excuses, pas une explication. Juste le bruit d'une fermeture, d'un cycle qui s'achève. Mais la vie offre rarement des fins nettes. Elle préfère les longues pauses, les silences entre deux vérités. La pluie cessa. Le ciel se dégagea lentement et l'air s'emplit d'une odeur de terre humide. J'inspirais profondément, avec le sentiment que quelque chose de nouveau allait commencer, sans savoir quoi. Les blessures étaient toujours là, mais la douleur s'était atténuée. Il ne restait plus qu'un espace vide, un terreau fertile, prêt à être comblé. Et tandis que je contemplais l'horizon, je compris que ce qui avait commencé par la douleur se transformait en quelque chose de plus profond. Une sorte de nouveau départ déguisé enfin. Mais je le savais, les vraies histoires ne s'achèvent jamais quand on croit qu'elles sont terminées. Elles changent simplement de ton, attendant le prochain acte. Les jours suivants s'écoulèrent comme si le temps avait perdu son rythme. Tout semblait identique, et pourtant rien ne l'était. Le silence des matins avait une autre dimension, et même le bruit de la pluie frappant la fenêtre semblait porteur de souvenirs tenaces. Ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas un simple épisode, mais une véritable renaissance en moi. Une partie de moi s'était éteinte, mais une autre avait commencé à respirer, lentement, timidement, mais vivante. La ville reprenait son cours, feignant d'oublier, comme toujours. Chacun regagnait sa table, son café, ses rendez-vous.
Mais, de temps à autre, on me regardait encore avec ce mélange de curiosité et de respect contenu. C'était comme si j'avais accompli ce que beaucoup souhaitent faire, mais que peu osent, mettre un point final à une phrase que d'autres s'obstinent à lire. Parfois, je repensais à cette nuit-là. Je revivais l'instant où le silence s'est abattu sur la pièce, le sifflement du micro qui a déchiré l'air, ses yeux embués de larmes, la peur dissimulée dans les mains du marié. Tout me revenait comme au ralenti. Et pourtant, ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas le scandale, mais le moment où j'ai compris que, finalement, je n'avais plus besoin de réponse. Que certaines vérités, une fois révélées, n'exigent rien d'autre que l'acceptation. Pourtant, la paix ne vint pas d'emblée. Elle arriva par bribes, comme la lumière filtrant à travers les fissures. Il y eut des nuits où je me réveillais en sursaut, hanté par des mots que je n'avais jamais prononcés. D'autres fois, je rêvais du bruit de verre brisé, de la sensation d'être observé par des yeux invisibles. La culpabilité est sournoise. Elle tente toujours de ressurgir dès que le cœur commence à guérir. Mais à chaque lever de soleil, quelque chose en moi se cristallisait. Je redécouvrais le plaisir des choses simples, le café chaud, l'odeur du journal, le soleil filtrant à travers les rideaux. C'était comme si le monde, peu à peu, me rendait des fragments de moi-même perdus dans le silence. Toute chose recelait une beauté nouvelle, plus brute, plus authentique. Peut-être la beauté qui ne naît qu'après la chute. Un jour, je suis passé devant chez elle. Les rideaux étaient tirés, le jardin à l'abandon. Le silence qui y régnait était différent du mien. C'était le silence de quelqu'un qui tentait de dissimuler sa propre honte. Un instant, j'ai songé à m'arrêter, à sonner, à lui dire que tout allait bien. Mais j'ai renoncé. La rédemption ne requiert pas toujours de témoins. Parfois, elle a simplement besoin de distance. En rentrant, je me suis rendu compte à quel point la rue me paraissait plus large qu'avant. Les arbres semblaient plus hauts, le vent plus froid, le ciel plus vaste. C'était comme si le monde s'était étiré pour me rappeler qu'il y avait encore de la place pour continuer, pour recommencer, pour exister au-delà de la douleur. Et, pour la première fois, j'ai éprouvé de la gratitude pour ce que j'avais vécu. Car, sans ce qui m'avait brisé, je n'aurais jamais appris la valeur de rester entière. Jour après jour, les souvenirs s'estompaient. Ils ne lacéraient plus, ne faisaient plus que tracer des contours. Et c'est alors que j'ai compris une chose simple, et pourtant profonde. La vengeance, au fond, ne vise pas l'autre, mais se rendre à soi-même le droit d'exister sans peur. La véritable justice ne se manifeste pas sur scène, mais dans le silence de la conscience, lorsqu'on peut se retourner sur son passé sans éprouver de colère. Malgré tout, quelque chose m'empêchait de trouver la paix. Une légère prémonition, comme un murmure au fond de ma tête. Était-ce simplement l'écho du passé, ou peut-être la vie préparant sa prochaine épreuve? Car la vérité est que la fin n'est jamais définitive. Elle laisse toujours une porte entr'ouverte, un fil que le destin peut tirer au moment où on s'y attend le moins. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le reflet de la lune sur la vitre. La lumière argentée perçait l'obscurité, divisant la pièce en deux, ombre et lumière, souvenir et avenir. Et dans ce contraste silencieux, j'ai compris que rien ne finit vraiment. L'histoire ne fait que changer de voix. Le vent fit bruisser les rideaux, et un instant, tout sembla suspendu. Le temps, le souffle, les bruits du monde. C'était la même sensation que dans le hall, avant les premiers coups de micro. Un avertissement subtil, la promesse de quelque chose de nouveau, même si j'ignorais encore de quoi il s'agissait. Et, au fond de moi, une part attendait. Car il existe des silences qui n'annoncent pas la fin, mais le début d'une révélation à venir. Le temps a passé, et la douleur s'est muée en souvenir, non pas une plaie ouverte, mais une cicatrice qui raconte une histoire. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de survivre, même quand le monde tente de vous ensevelir sous le silence. Je l'ai appris peu à peu, sans hâte, entre jours paisibles et longues nuits. Chaque matin prenait un sens nouveau, comme si la lumière filtrant par la fenêtre me rappelait que j'étais toujours là, entière, malgré tout. Ce n'était ni un miracle, ni une victoire spectaculaire. C'était un redémarrage discret, presque imperceptible, fait de petits choix. Choisir de ne pas répondre. Choisir de ne pas revenir. Choisir de prendre soin de ce qui restait. C'est ainsi que j'ai découvert que la force ne réside pas dans la riposte, mais dans le fait de rester debout quand on s'attend à vous voir tomber. Et d'une certaine manière, cette prise de conscience m'a donné plus de force que n'importe quelle explosion de colère. Avec le temps, j'ai appris à regarder en arrière sans colère. À comprendre que certaines personnes ne sont que des chapitres, pas des fins. Que l'amour, quand il est vrai,
n'a jamais besoin d'explication. Et que le silence, lorsqu'il est né de la paix, est plus fort que n'importe quel cri. J'ai commencé à me voir différemment, non plus comme la femme trahie, mais comme celle qui a eu le courage de se regarder en face et de dire « C'est fini, mais je suis restée ». Il y a des jours où je repense encore au salon, aux lumières, au son strident du micro. C'est étrange comme des moments de rupture peuvent devenir des étapes de renaissance. Cet instant, qui semblait être la fin, n'était que le début d'une nouvelle version de moi-même. Une femme moins naïve, plus épanouie. Quelqu'un qui comprend que la dignité n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Aujourd'hui, je porte un regard neuf sur la vie, une sérénité insoupçonnée. Non pas celle qui naît de l'absence de souffrance, mais celle qui succède à la tempête, lorsque la terre est encore humide et que l'air embaume le renouveau. C'est à cet instant précis que nous comprenons. Ce qui semblait être une destruction n'était en réalité que la préparation du terrain pour accueillir une nouvelle croissance. J'ai recommencé à rire, à faire des projets, à apprécier les petites choses. Un bon café. Une conversation légère. Le bruit de la pluie sur le toit sans raviver de mauvais souvenirs. J'ai compris que le bonheur ne se manifeste pas par un spectacle, mais par un murmure constant et discret que seuls ceux qui savent écouter peuvent percevoir. Et s'il y a une chose que cette nuit-là m'a apprise, c'est que personne ne sort indemne d'une chute, mais que certains apprennent à danser sur les débris. La force ne réside pas dans l'absence de blessures, mais dans la capacité à savoir quoi faire des morceaux. Et quand j'ai compris cela, tout a pris sens. Le micro, la pluie, le silence. Tout faisait partie d'une même histoire. Ma renaissance devant un public qui pensait que je ne sourirais plus jamais. C'est peut-être pour cela que raconter cette histoire, ce n'est pas seulement la revivre, c'est la partager. Car il y a quelque chose de libérateur à savoir que la douleur peut se transformer en mots, et les mots en guérison. Chaque fois que quelqu'un écoute, s'y reconnaît, s'y voit refléter, la blessure se cicatrise un peu plus. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aussi portez en vous un souvenir qui a besoin d'être transformé. C'est peut-être pour cela que tant de personnes choisissent de rester proches, suivant chaque révélation, comme quelqu'un qui trouve un miroir et pour la première fois, se reconnaît dedans. Alors, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a rappelé des souvenirs, vous a permis de mieux comprendre ou vous a simplement offert un moment de répit, laissez votre empreinte. Parfois, un simple geste de soutien, un commentaire, une présence discrète, suffit à entretenir la flamme qui transforme la douleur en force. Car nul ne triomphe seul. La guérison, lorsqu'elle est partagée, se multiplie. Aujourd'hui, je ne suis plus celle qui tenait ce micro. Je suis celle qui a appris à écouter sa propre voix sans crainte. Celle qui comprend que l'amour n'a pas besoin d'être une guerre pour être vrai. Et que la dignité, une fois retrouvée, est la forme de vengeance la plus silencieuse et la plus puissante. C'est pourquoi, quand je regarde en arrière, je ne vois pas une chute, mais une renaissance. Un moment où tout s'est effondré pour que je puisse apprendre à reconstruire. Et s'il y a une chose que je souhaite à ceux qui m'écoutent, c'est ceci. Qu'un jour, vous aussi, vous vous releviez de votre propre abîme et réalisiez, avec le même étonnement que j'ai réalisé, qu'une fin heureuse ne dépend jamais de quelqu'un d'autre. Elle commence toujours au moment où l'on choisit de se prendre en main.